Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo débriefing du dernier match de préparation face à Leicester et puis actualité du Racing Club de Lens puisqu'il y a eu deux signatures le lendemain de la vidéo ou le jour même de la vidéo dernière, donc du coup j'ai laissé passer un peu puis j'ai fait le mix des deux. On va parler déjà des premières infos avec l'arrivée de Hamzat Ojediran, ça sort de nulle part et ça me plaît. Milieu de terrain défensif qui joue à Debrecen, nigérian. Un beau bébé, hein. Une grosse boule de muscles pour l'avoir vu jouer une petite dizaine, 5-6 minutes en match de prépa, j'y reviendrai. C'est très très puissant. 20 ans, c'est un très jeune joueur qui a explosé dans le championnat de Hongrie. Alors bien sûr la Hongrie c'est pas un championnat de peintres. Il y a Ferencváros, il y a bien sûr Debrecen qui sont des clubs qui jouent souvent sur la scène européenne. Donc cette expérience-là européenne font d'eux des clubs de bon niveau. Donc c'est très bien, il a explosé là-bas et voilà, il a fait je crois deux buts de passes décisives ou 4 buts de passes décisives. C'est un joueur capable de donner des bons ballons en zone courte, mais aussi en zone longue. Il est très 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 physique. Il peut même vraiment avoir des excès d'engagement physique. Et c'est un joueur capable de finir les buts. Voilà. C'est un frappeur de loin qui n'hésitera pas à prendre sa chance en récupérant le ballon à l'extérieur de la surface. Il en a mis un ou deux comme ça. Donc voilà, c'est un profil très intéressant qui sort de nulle part. Ça y est, Diego Lopez, il commence à peut-être faire son taf. En tout cas, moi ça me plaît bien parce que personne l'a vu venir celui-là. Alors après il y a un énorme embouteillage sur ce poste-là de milieu de terrain défensif. Ça va dégraisser à mort, c'est obligatoire. Je vois pas comment on peut rester avec un aussi grand nombre de milieux de terrain en sachant que Nel Elaoui n'aura pas d'opération. On y reviendra après aussi, ce qui veut dire que ça va être vraiment le bouchon. Je pense qu'il a pas besoin d'un million de milieux de terrain. Je pense que voilà, le dégraissage va avoir lieu. Il y a des joueurs qui vont devoir faire leur valise, qu'ils le veuillent ou non, parce que on peut pas avoir une petite dizaine de joueurs sur ce poste. C'est impossible. Il y en a qui joueront jamais. C'est du salaire, des sous dépensés dans le vide et en plus ils vont perdre rapidement de la valeur puisque comme ils joueront pas, il y aura beaucoup d'incertitudes pour eux au prochain mercato parce que quand on n'est pas sur le terrain, on n'a pas on peut pas taper dans l'œil des recruteurs. Donc il va falloir qu'ils s'en aillent assez rapidement. On verra ça dans les jours à venir. La semaine prochaine sera cruciale pour moi parce que je pense que ça sera une semaine de dégraissage. Il y aura sûrement d'autres arrivées, notamment celle de Bané, je vais y revenir après, mais en tout cas, ouais, c'est compliqué quand même, hein. Il y a beaucoup trop de joueurs, d'ailleurs Bané va aussi être dans cette liste-là, j'y reviendrai après. La deuxième grosse info, c'est la signature d'Embala Nzola, le joueur angolais qui vient de la Fiorentina, prêt avec option d'achat. Alors le montage, on sait pas trop quel type de montage c'est, mais en tout cas, il y a un prêt avec option d'achat en environ 9-10 millions d'euros. Le prêt est payant, je crois, peut-être 1 million d'euros. Il y a une partie du salaire qui est pris en charge par le club, à hauteur de 150 000 euros. Je pense que ça a été budgété, hein. Il fallait un attaquant avec un salaire dans ce niveau-là. Je pense que c'est à peu près le salaire de Buxa. Moi, je connais pas, donc je peux pas juger du joueur. En tout cas, il fait une très bonne saison à la Spezia 2022-2023 où il met sa petite quinzaine de buts. Et puis il se plante à la Fio. Bon, se planter à la Fio, c'est pas un drame. C'est quand même la Fiorentina, c'est un monument du football italien. C'est pas facile quand on vient d'une équipe qui joue le maintien de performer dans une équipe qui elle joue l'Europe. Il n'y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas la même pression. D'ailleurs, l'entraîneur de la FIO, avec beaucoup de classe, a parlé un peu du flop, parce que il a floppé, hein, du flop Nzola, en expliquant que c'était pas du tout le même type de jeu que la Spezia, et que c'était compliqué pour lui d'être dans une équipe qui avait beaucoup de possession, et qui donc n'avait pas forcément beaucoup de transitions rapides, ou de prise de profondeur. Donc je pense que c'est un joueur qui va peut-être mieux convenir au jeu de Will Steele, même si j'y reviendrai dans l'analyse du match. La prise de profondeur, elle existe, mais c'est un jeu aussi où on maîtrise le ballon.
Donc est-ce que, comme on va peut-être jouer d'un peu plus bas, il aura peut-être un peu plus la possibilité de se déplacer en profondeur. Il y aura peut-être moins de maîtrise dans la milieu de terrain adverse, quoique, mais peut-être que il sera utile dans le système de pressing où lui, tout de suite, il va pouvoir se projeter. C'est un énorme buffle. Physiquement, il est très impressionnant. Voilà, bon après c'est pas un vieux joueur, hein, il a 26-27 ans, il est dans dans la partie très très haute de sa carrière. Donc voilà, à suivre. Tu mets pas 13-14 buts en Serie A en étant un peintre. C'est la même remarque que je donne pour Eli Wahi, tu mets pas 19 buts en Ligue 1 si t'es un peintre, c'est la même remarque. Voilà, la Serie A, c'est un championnat qui est très dur défensivement également. Donc 14 buts, quand tu joues dans une équipe qui joue le maintien, bah c'est que t'as réussi à sortir ton épingle du jeu. Maintenant, peut-être que la marche florentine était un peu trop haute pour lui. À Lens, il va pouvoir se relancer, c'est le cas de le dire, et le club compte sur lui. Il y a un contrat de 2020, 2026, je crois. Il y a un contrat de 2 ans qui l'attend, donc à suivre. À suivre, mais en tout cas, voilà. Moi, je donnerai pas d'avis sur un joueur que je connais pas. Moi, je me référence aux stats. J'en ai un peu parlé avec des mecs qui suivent la Serie A et qui disent que c'est assez surprenant qu'il n'ait pas réussi à faire une saison beaucoup plus pleine avec la FIO et que c'est sûrement le système de jeu qui l'a mis dans la sauce. Donc voilà, pour eux c'est un bon investissement. Donc on va voir. Moi là-dessus j'attends de voir sur le terrain. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais voulu le voir sur ce match parce que Wesley Saïd et Sotoka en pointe. Voilà, ça fait un peu chier parce que la prochaine fois qu'on va le voir, s'il est titulaire, c'est face à Angers. Parce que j'ai du mal à croire qu'un mec à 150 000, il va être dans la rota. Hein. Pour moi, c'est pour pousser un des deux sur le banc, voire peut-être même les deux, si Wai part pas. Mais si Wai part, il sera remplacé par un autre attaquant. Et je pense que ça va être compliqué pour le duo Saïd-Sotoka de continuer à performer en tant que titulaire. Même si ce que dit Will Steele en conférence de presse, c'est pareil, j'en parlerai. Ça va dans ce sens, mais c'est normal. Il est là pour flatter aussi les égos et pour éviter de se mettre à dos des joueurs en explicitant qu'ils sont partants. Donc voilà, il faut clairement voir les choses sous cet angle. C'est de la com de prépa. Voilà, faut bien la lire comme ça. En tout cas. La dernière recrue, c'est Bané, alors c'est presque officiel, hein, parce que il a eu son visa. Alors, enfin, moi, cette histoire de visa, j'y crois moyen. On met pas autant de temps à avoir un visa. Moi, je pense qu'il gardait sous le coude, clairement, qu'il faisait partie de la liste des anciens joueurs de l'ancienne direction. Je pense que ça a été analysé par Diego Lopez, Pierrot et puis Pierre Drey aussi et je vais l'appeler Pierrot, peut-être un peu de respect quand même. Tout le monde l'appelle Pierrot, mais c'est plutôt péjoratif quand il l'appelle Pierrot. Donc c'est de ma faute. À force de lire Pierrot, je vais l'appeler Pierrot. Donc Dre aussi et Will Steele. Moi, je pense sincèrement qu'ils l'ont gardé sous la main. Et voilà, le v'là qu'il arrive, puisqu'il y a une vidéo qui circule où un gars lui souhaite bonne chance à Lens, il dit merci beaucoup, donc je pense que c'est réglé. Alors, Bané, j'en avais parlé dans la vidéo d'il y a très longtemps sur la fameuse liste de Foot Mercato avec Guitane et compagnie là. Et puis l'espèce de gros buffle de MLS là, je sais pas si c'est un Colombien ou je sais plus, un Vénézuélien, je ne sais plus. Enfin bref, il avait l'air nul à chier le défenseur. Enfin, j'espère qu'on va pas aller prendre un gars pareil parce que les retours là, j'ai vu en MLS, genre parler avec des gars qui suivaient un peu la MLS, ils me disent que faut absolument pas que Lens aille mettre des sous là-dessus. Ça va être une boucherie. Il a pas du tout le niveau pour jouer en Europe. Voilà, ils m'ont clairement dit ça, donc je sais plus comment il s'appelle ce mec, mais bref, il faisait partie de cette liste-là. Au final, pour l'instant, il y a que Bané. Est-ce que Rafik Guitane en fera partie de cette liste? On sait pas trop. Mais Rafik Guitane, c'est plutôt un joueur de côté. Moi, je pense qu'il faut un milieu de terrain offensif organisateur. Ça, j'y reviendrai après. Mais voilà, Bané, c'est un défenseur central capable de jouer milieu de terrain défensif.
Pour moi, c'est l'équivalent d'Aïdara, mais dans une autre polyvalence, c'est-à-dire qu'il sera capable de jouer derrière et au milieu. Ça permettra d'éviter de recruter derrière, et ça permettra d'arrêter le recrutement au milieu de terrain défensif et ne faire que dégraisser à ce poste-là, en sachant que lui, il est capable de jouer sur les deux postes et plutôt bien. Donc, c'est un excellent technicien, un super relanceur. Moi, j'ai vu toutes les vidéos scouting, pas les highlights, hein, les vidéos scouting qu'on m'a présentées. Il est très très bon techniquement, et vraiment, il a une superbe relance. Maintenant, il va rentrer en concurrence avec qui? On sait pas, parce que Malang Sarr, il joue sur deux postes. Je sais plus s'il est droitier ou gaucher, Bané. Je ne saurais pas dire, mais je crois qu'il est droitier. Peut-être avec Grady. Mais Kouzanov, il est capable de jouer central et à droite, donc c'est un peu l'inconnu, mais je pense que ils ont doublé tous leurs postes en défense et ils permettent avec Bané d'avoir une solution supplémentaire au milieu de terrain en cas de grosse pénurie de joueurs. Pour moi, le poste de milieu de terrain défensif, ça va être là où ça va dégraisser le plus possible, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de joueurs à ce poste-là. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Moi, je vous l'ai dit, hein, depuis l'arrêt de J-Solfi, j'ai plus du tout d'infos scouting, parce que les gens qui tournaient autour de J-Solfi, bah, j'en connaissais certains, mais là, non, je connais personne du tout, je sais pas les équipes. Peut-être plus tard, je renouerai des contacts et puis j'aurai un peu plus d'infos scouting, mais là, j'ai plus rien du tout, donc je peux pas avancer. Mais moi, ce que je pense personnellement, c'est qu'il faut un milieu de terrain offensif derrière Fujini, qui est à poil. DPDC est blessé. Et puis il a pas fait. Moi, je trouve que même s'il a fait 3 mois intéressants où il a enchaîné les buts, moi je le trouve pas exceptionnel non plus. Je suis pas convaincu par DPDC, pas plus par Fujini, même s'il a l'air de s'épanouir plus à ce poste-là en semi-attaquant là, où il est obligé de presser et d'être beaucoup plus haut, et je pense que ça lui convient pas. Derrière, avec un cran en dessous, il est beaucoup plus à l'aise, ça se voit, mais c'est trop juste. Il faut un vrai milieu de terrain de haut niveau. Je dis pas que Fujini n'en est pas un, mais en tout cas, il a pas le niveau pour un top 8 de Ligue 1. Donc, et puis en plus, il est plutôt partant il est plutôt sur le départ qu'autre chose, Angelo Fujini. Donc moi, j'ai du mal à croire qu'on va pas aller chercher un milieu de terrain offensif de haut niveau, voire peut-être même deux, je sais pas. Mais voilà. Puis en attaque, pour moi, c'est loin d'être bon, même si la Bolascari, j'y reviendrai après dans le débriefing, il me fait une bonne image. Compliqué, hein. Moi, je trouve qu'il va falloir plus de recrues que ça. Enfin, parce que pour l'instant, t'as fait Kofi, Enzola, Ogé Diran, Malang Sarr, et puis il y aura Bané, ça fait déjà 5 recrues. Puis Petric, ça fait 6, mais Petric, il compte peut-être pas dans le bordel, quoi. Donc t'as fait 6 recrues, mais il n'y a aucune recrue majeure, pour moi. Il n'y a aucune recrue majeure. À part Enzola qui pourrait être titulaire, il n'y a aucune recrue du 11 majeur de l'équipe. Et t'es obligé de vendre. Donc moi c'est ce que j'ai expliqué. Préférerais garder Fujini. Bah ouais, mais tu vends qui? Voilà, tu vas vendre Danso. Bon, ouais, ok, mais Danso il va pas aller à tes 47 millions. Il y a 47 millions d'euros nets à faire qui ont été promis à la DNCG, qui, de par cette promesse, n'a pas fait de restrictions pour le club. Voilà. Si les ventes ne sont pas faites, l'année prochaine, ça sera mort de chez mort. Il faudra avoir une restriction budgétaire par la DNCG parce qu'on ne sera pas rentré dans les clous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne. Et il faut mieux vendre là cet été que d'attendre l'hiver pour vendre, parce que d'une, si t'es en difficulté, que tu perds des joueurs et que t'es obligé de vendre et que cet argent-là tu peux pas le réinjecter, tu vas vendre et tu ne recruteras pas. Donc faut le faire maintenant. Parce qu'à l'hiver ça sera trop compliqué et ça sera des ventes à perte et il y aura plus une thune pour aller chercher, ou alors il voudra vendre un joueur qui a pas été prévu d'être vendu pour en recruter d'autres. Donc ça veut dire que tu déshabilleras Paul pour habiller Jacques. Donc voilà, on n'est pas dans une situation financière stable.
On est dans une situation financière qui attend des renforts financiers, et pour ça, il faut vendre. Donc, il va falloir vendre de toutes les manières. Enfin, c'est pas Spearings, par exemple, qui va renflouer les caisses, quoi. Faut quand même le dire. Les seuls qui renflouent les caisses, c'est Wai, Danso, Frankowski et Brice Samba. Voilà, faut le dire. Et puis peut-être Abdul Samed s'il a des touches en Angleterre et qu'on nous offre 15 millions, mais faut clairement le dire. Faut clairement le dire. Bon, voilà pour cette partie un peu actualité. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On va parler du match d'hier. Match face à une équipe de Leicester complètement éclataxe. Moi je suis très inquiet pour eux pour l'APL parce qu'ils ont déjà pas le niveau. De ce que j'ai vu hier, ils ont même pas le niveau pour se maintenir en Ligue 1. C'est d'une tristesse absolue. Y a rien de chez rien. Moi je trouve même que c'est très très faible. Oh, pardon, c'est très très faible pour un dernier match de prépa. Moi je m'attendais à une opposition beaucoup plus relevée. Sincèrement, c'était très 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 faible. Est-ce que Will Steele s'attendait à ce niveau-là merdique en face? Je crois pas. En tout cas, ça met en perspective quand même la performance des Lensois qui l'emportent 3-0. Mais ça n'empêche qu'il y a des choses intéressantes. Même si l'adversaire est faible, la production, elle vient de toi. Donc ce que tu as produit est quand même pas mal. Alors, je vais en parler vite fait, après je parlerai des joueurs. La première mi-temps, j'ai pas forcément bien aimé. Devant, c'est le faiblard. Ça l'a été tout le match. Le problème, c'est que Angelo Fugini était lui aussi faiblard. J'ai trouvé que même s'il a tenté des percées, j'ai trouvé qu'il était hors du coup, moi personnellement. Défensivement, on n'a pas été mis en difficulté, parce que devant, il n'y a rien à Leicester et au milieu non plus. J'ai bien aimé le match de Nampalis Mendy en première mi-temps, qui a pas mal distribué le ballon, alors que c'était Angelo Fugini qui devait essayer de le distribuer. On a bien passé par les côtés, notamment par Chavez, qui a été beaucoup plus sollicité que face au Bayer Leverkusen, et j'ai trouvé que la qualité de ses centres était assez dangereuse. D'ailleurs, c'est lui qui tirait les corners à gauche, et j'ai bien aimé ces corners, ils ont apporté du danger. Il a apporté pas mal de variations. Ça a mis pas mal de panique dans la défense de Leicester, donc j'ai beaucoup aimé ces tirs, ces corners. D'ailleurs, il les a tirés à gauche et à droite, ça doit être... je sais pas qui les tire à droite, je me rappelle plus. Vous me le direz dans les commentaires, mais je crois pas que c'était Fugini à droite. Hein. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, à gauche, c'est sûr que c'était... non, je dis... attends. Non, lui, il est tiré à droite, il est tiré rentrant. Il est tiré à droite, je dis n'importe quoi. Mais d'ailleurs, c'est peut-être lui qui l'est tiré de l'autre côté. Oh, je sais plus. J'ai un gros doute, je dis des conneries. Non, il est tiré à droite, des corners. Il est tiré rentrant, et d'ailleurs, il est tiré vraiment bien. Voilà. Je suis en train de faire n'importe quoi. Là. Dans ma tête, ça y est, je revois les images, et non, c'était à droite qu'il est tiré de Chavez. Et moi, j'ai bien aimé sa première mi-temps. Chavez, ça a été un des plus remuants. Il a apporté certaines choses. Défensivement, je le trouve de plus en plus costaud, parce que c'est vrai que c'était la partie la plus compliquée pour lui. Mais même face au Bayern, j'ai trouvé qu'il avait été solide défensivement. Et puis voilà, je trouve que la première mi-temps est poussive. Moi, je pense que ça a dû quand même... un peu taper du poing dans le vestiaire, parce que même si on me dit c'est des conneries, tu connais rien, c'est qu'un match de prépa, le coach, même en match de prépa, il intervient, il dit des choses, hein, il est là pour recadrer, aider, lui aussi, il est là aussi pour évoluer avec l'équipe, donc je pense qu'à la mi-temps, la production offensive était quand même assez médiocre, il n'y a eu aucune prise d'initiative à l'extérieur de la surface, il y en a eu une ou deux maximum, on voulait rentrer dans le but avec le ballon, ce que j'aime pas du tout, c'est pas mon foot. Quand il y a des occasions de frapper de l'extérieur de la surface, il faut les prendre. C'est ce qui faisait notre force, c'est ce qu'a fait notre force pendant presque 3 ans avec Seko Fofana et puis avant lui Doucouré, c'est-à-dire la prise d'initiative à l'extérieur de la surface quand l'attaque crée un rebond, c'est-à-dire un renvoi, c'est là qu'il faut frapper, quoi. C'est obligatoire et ça n'a pas été fait du tout en première mi-temps. Et bizarrement, en deuxième, où l'animation a été beaucoup plus intéressante, c'est là où on a eu des grosses occasions, et notamment un joli but d'Angelo Fugini qui fait une bien meilleure deuxième, où il marque un doublé. Chavez a une grosse occasion, hein, où il déborde, il frappe, c'est contré par le gardien, et ça revient sur Fugini qui la met au fond. Il y a un très joli but de Danso de la tête sur une très belle combinaison. Voilà, il y a des choses qui sont bossées, des combinaisons offensives qui sont créées par
style et qui me paraissent très intelligentes. Et on joue différemment. La manière de jouer est différente qu'avec Francaise, où il y avait une espèce d'automatisation des attaques qui n'apportait plus rien. Là, on écarte et puis après on rebalance sur l'autre côté. Il y a un jeu avec plus de participation des milieux de terrain où on est capable de jouer sur les côtés, mais aussi un petit peu dans l'axe. Alors qu'avec Francaise, on jouait quasi plus sur les côtés, ou alors c'était c'était tellement cousu de fil blanc que il y avait plus de décalage de fait et on s'évertuait à essayer d'aller dans la goulotte. Là, il y a quand même une grande variété offensive dans la création, dans la déviation, ce qui fait que ça déstabilise quand même l'équipe. Alors, on n'oublie pas qu'en face, c'était nul à Yesh, mais en tout cas, les constructions étaient vachement intéressantes. Voilà, on finit avec un 3-0, c'était sympa, les remplacements ont permis à certains de se montrer, notamment la nouvelle recrue OG d'Iran, j'y viendrai après, le petit Tom Pouilly, Rémi Labolascari, tout ça, on va en parler, Valenxar et compagnie. Donc, on va parler des joueurs. Donc, le 11 de départ. C'était Brice Samba dans les buts. Pardon, excusez-moi. Le trio légendaire qui vit ses derniers instants. Medina, Danso, Grady. À droite, Frankowski. À gauche, Chavez. Un milieu de terrain, Nampalis, Mendy, Thomasson. Avec un milieu de terrain offensif qui s'appelle Fulgini. Et puis un duo devant, Wesley Saïd et puis Sotoka. C'est un 11 de prépa. Moi, j'entends beaucoup qui me disent c'est le 11 titu. Ouais, moi, je pense pas. Hein. Andy Diouf, il va arriver. J'ai du mal à croire qu'Andy Diouf aille sur le banc. Ouais, je sais pas. Dans ces cas-là, il va partir très vite, Andy Diouf. Et là, Naoui, dans 10 jours, il est là. Donc, il va reprendre sa place de titulaire. Nampalis Mendy, il est quand même sur le départ. Est-ce que Thomasson est pas sur le départ non plus, même si les agents, ils ont envoyé Momotou Bochter faire du service après-vente. Moi, j'ai du mal à croire que ces joueurs-là restent encore, même si, voilà, ils participent à la prépa. Moi, je pense qu'il y a un dégraissage qui va avoir lieu, et tu vas pas dégraisser un mec comme Andy Diouf pour garder Thomasson. Enfin, voilà, j'y reviendrai sur Thomasson, mais voilà, ça me paraît quand même ubuesque. Je veux dire, Andy Diouf, il a quand même été élu meilleur jeune de la Conference League. Il a montré plein de bonnes choses il y a 2 ans. La saison dernière, je trouve qu'il a été très très mal géré par Francaise, qu'il l'a quand même moralement mis en dessous de tout. Il fait une bonne prépa pour les Jeux Olympiques. Bon, il n'a pas été sélectionné parce que c'est vrai qu'au milieu, il y a du lourd. Peut-être du plus fort que lui. Faut quand même l'admettre. Et voilà, mais tu peux pas... C'est pas possible, quoi. C'est pas possible de se passer d'un Andy Diouf qui, pour moi, peut exploser cette saison avec un Will Steele qui lui donne peut-être un peu plus de liberté et plus de confiance. Mais pour moi, ce 11-là, le 11 qu'on a vu, c'est un 11 de prépa et il manque des recrues. Déjà, il y a pas Enzola et je pense qu'Enzola, il sera titulaire. Eliwayi était sur le banc parce qu'on sait pas trop son avenir, mais de toute façon, si Eliwayi s'en va, il y aura une recrue, obligatoirement. Tu peux pas aller à la guerre avec Sotoka, Sotoka, Saïd, Rémi Labolascari et Enzola. Enfin, c'est pas possible. T'as aucune ambition en Ligue 1 avec une attaque aussi faible. C'est impossible. Même si Wesley Saïd a mis 7 buts ou 6 buts en prépa, c'est devenu une star internationale. J'y reviendrai après aussi, il faut regarder les matchs. Hein. Voilà, bien sûr qu'il a des stats. Ça, je dis pas le contraire. Hein. Mais il faut quand même regarder les... Faut regarder les matchs, faut regarder ce qu'il produit en match pour bien analyser le joueur, quoi. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est du 11 de prépa. Alors, Brice Samba, il a eu un arrêt à faire, donc c'est difficilement évaluable. Il a repris le brassard de capitaine, à voir l'évolution, s'il reste ou pas. Les tendances sont sur un maintien, parce que je pense qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire partir à Marseille. À partir de là, je pense qu'il n'est pas trop attiré par une aventure ailleurs, donc à suivre en tout cas. Faut voir s'il prolonge ou pas dans l'année. J'ai du mal à croire qu'il prolonge parce qu'ils vont demander une réhausse de salaire, donc je sais pas combien il lui reste de contrat, mais il lui en reste encore 2 ou 3 ans, je crois. Non, c'est sa 2e année, donc il doit lui rester 2 ans de contrat. Je crois qu'il avait signé un contrat de 4 ans, hein, si je dis pas de conneries, il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, je pense qu'il partira l'été prochain, c'est sûr et certain. Grady, ben, j'ai mieux aimé son match. Je l'ai trouvé plus en difficulté sur cette prépa, mais aussi sur la saison dernière. Maintenant, c'est pas un joueur d'avenir, hein, c'est un joueur qui fait aussi partie de la fin de cycle.
Je vais pas vous le cacher, les bruits. Il y a beaucoup de gens qui pensent que il partira à Nice rejoindre Francaise, notamment parce qu'à Nice c'est très compliqué défensivement, ils ont pas eu une bonne prépa. D'ailleurs, entre parenthèses, il se fait flinguer par le public niçois. Ah, moi, ça me... J'avoue que j'ai un petit rictus de satisfaction, parce que vu comment il est barré, et vu comment il a manipulé le truc pour se barrer, je suis bien content que ça lui chie sur la gueule, parce que, sincèrement, j'ai pas du tout apprécié la manière dont il a géré le truc. Et voilà. Dire qu'on est le meilleur entraîneur de Ligue 1 en ayant eu une expérience à Lens et commencer à dire que le club il avait apporté tout ce qu'il avait apporté, ben voilà, il est dans un autre environnement avec des attentes différentes et bizarrement quand tu flingues ta prépa, ben c'est pas la même histoire que chez nous, on n'est pas trop comme ça, mais à Nice ils se voient tellement top 3 de Ligue 1 que ce genre de prépa ça pardonne pas. Et voilà, même en parlant avec certains supporters niçois à peu près respectables, on va dire, l'option Grady serait pas une espèce de mirage, ça serait possible que Francaise essaye d'activer ses anciens partenaires de Lens. Donc voilà, moi je serais pas surpris de voir un Grady partir. Maintenant, il est là, bien là, et il a fait un plutôt bon match. Mais sur toute une saison, je sais pas vraiment s'il sera au top de ce qu'on a connu. Je pense qu'il est en train de partir sur la pente qui descend de sa carrière. Et voilà. Moi, je l'ai trouvé plutôt neutre la saison dernière. Bon, il met un joli but en prépa, mais j'ai trouvé assez en difficulté quand même quand le niveau monte. Quand tu joues la 8ème place de Ligue 1, même si tu peux considérer que c'est le milieu de tableau, pour moi non, parce que c'est les portes de l'Europe. Cette 8ème place, c'est jouer les places européennes. Ben, t'affrontes que des grosses équipes et des attaquants, des ailiers très virevoltants et très rapides. Face au Bayer Leverkusen, c'était quand même très compliqué. Alors, le niveau sera plus bas, bien sûr, dans la Ligue 1, mais moi, je pense qu'il est plutôt vers la fin que le début. Et que lui aussi, il fait partie aussi d'une fin de cycle qu'il faudra gérer sous les 1 ou 2 ans. Je pense même sous les 1 an. Pas certain qu'il soit pas remplacé la saison prochaine, mais en tout cas, voilà. Mais c'était beaucoup mieux sur cette prépa. Danso, il a fait un super match, clairement. Pour lui redonner quelques millions d'euros avant de le vendre, ben c'est plutôt bien. Après, le discours de Will Steele, parce que je vais mettre ça en parallèle du discours de Will Steele, il a dit qu'il était là, qu'il jouait bien, qu'il était présent, etc., et qu'il comptait sur lui. Bon, après, il a fait la com de tous les coachs. Après, on sait pas comment c'est le foot. Bon, en tout cas, voilà, il a fait une très bonne presta, faut quand même le souligner. J'ai vu pas mal de gars le critiquer parce qu'il avait tapé le blason, mais je remets tout dans le contexte. L'histoire de sa dernière journée où il a été dégagé par Francaise. Moi, j'ai les retours officiels, on va dire, de gens qui le suivent vraiment et de mecs qui ont travaillé avec lui, qui, pour l'instant, travaillent plus trop avec lui à Lens puisqu'il veut partir et qu'il est en train de faire une autre équipe. Et notamment, il va aller en Angleterre. Il a demandé à Francaise de jouer une 60aine de minutes parce qu'il avait encore des douleurs et qu'il s'était entretenu avec sa sélection et que le sélectionneur lui a dit essaye de voir pour pas jouer tout le match. Voilà. En sachant que Kuzanov était présent. Francaise a fait no way, tu dégages. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas les vieux, les vieilles, les vieux, merde. Merde, bah ça y est, j'ai un trou, je saurais pas dire ce que je voulais dire, mais ah bah ça y est, j'ai le gros trou. Bon, il fallait que ça arrive, il fallait que j'ai un trou dans la vidéo. Communiquer, voilà, c'est pas les vieux communiqués du club en mode ninanana, non, voilà, ça s'est passé comme ça, et ça m'a été pareil, ça m'a été confirmé par plusieurs sources différentes de gens qui tournent autour du club, avec qui je discute régulièrement depuis que la chaîne prend un peu plus de poids. Et voilà, Danso, il a clairement pas été voir Ace pour lui dire je veux pas jouer, il a été voir Ace pour lui demander de négocier un temps de jeu, ce qui est quand même totalement différent. Et à la lumière de ça, on se rend bien compte que le dernier match a été géré comme de la merde, comme tous les autres matchs de la fin du championnat, par un coach qui n'était plus du tout
plus du tout dans le projet, qui était déjà ailleurs, et avec ça comme catastrophique en mode on va se battre, je suis à fond, les dents qui rayent le parquet, mon cul Lulu. Tu nous as bien entubé parce qu'on normalement devrait être en Europa League avec peut-être une vision différente financière. Tu nous as mis dans le brin. D'ailleurs, je suis pas cette défaite face à Nice, la manière d'avoir lâché un peu. Moi, je suis pas. Je suis pas loin de penser qu'il y a une cause à effet entre son départ à Nice et les résultats plus que mitigés du club à la fin de la saison. Il avait peut-être beaucoup plus d'intérêt que Nice soit en Europa League que Lens. Voilà. Mais le monde du foot est un monde de pute. Hein. Donc moi je serais même pas étonné que même inconsciemment il ait un peu lâché le projet lensois et plutôt orienté son regard vers le projet niçois. Dre aussi travaillait bien sur le mercato lensois avant même le dernier match pour le maintien, le match pour le barrage des Messins. Face à Saint-Étienne, donc voilà, c'est un monde de pute et il y a rien d'étonnant, mais en tout cas voilà, je voulais dire ça pour ceux qui ont essayé d'enchaîner Danso pour son frappage de blason. Le mec a jamais triché depuis qu'il est arrivé au club. J'ai été déçu aussi parce que je me suis dit c'est pas possible que le club fasse de la com de merde, mais je pense que c'était clairement nébuleux et ils ont pas voulu mettre le coach dans la merde, mais je pense aussi que ça a peut-être aussi participé à la fin de la fête, parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été dites avant le match, il y a des choses qui se sont sues avant le match, et je pense que Joseph Augorlin n'a pas du tout apprécié ce genre de gestion, et il y a des joueurs qui ont été voir le président et ses proches, c'est sûr. Ça, j'en suis sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit. Les joueurs ont été voir le président. Ils ont été voir les représentants du président pour se plaindre. Certains d'entre eux, en tout cas. Et ça va pas louper, hein. Ça va pas louper. Ça va pas louper. Donc voilà. Mais les langues finiront par se délier. Quand les joueurs quitteront le club, ils diront certaines choses, c'est sûr. Moi j'en suis persuadé. Notamment Eli Wadi. S'il quitte le club. Petite aparté longue, pardon. Mais bon, je voulais quand même remettre les points sur les i pour Danso. Medina, c'est le meilleur, hein, tout simplement. C'est le meilleur joueur de l'effectif. Il a encore une fois été très bon. Défensivement, dans la projection, ballon au pied, c'est lui, hein, pour moi, la véritable âme de l'équipe. Depuis la saison dernière, c'est plus Sotoka, c'est Medina, clairement. Il a complètement éclipsé Sotoka dans l'esprit lensois, pour moi, sur le terrain en tout cas. Et il fait encore un match, il est énorme. Lui, il a une valeur au-dessus des 30 millions d'euros, clairement. J'ai peur, j'ai vraiment peur que ce joueur-là soit attaqué avec un énorme chèque et qu'on perde Medina. Et si on perd Medina, on a intérêt de recruter un mec avec au moins son fighting spirit et sa propension à se projeter ballon au pied, peu importe dans quelle partie du terrain sera recruté ce joueur-là, parce que défensivement, c'est quand même compliqué de reprendre un joueur, surtout quand t'as Malangsar, peut-être Sidi Bané. Compliqué. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait attention, hein, je parle de malheur. Si Medina devait partir pour un énorme chèque en première ligue, faut recruter un milieu de terrain de très très haut niveau avec ce fighting spirit là. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Après, je suis pas dirigeant, donc je m'en fous, mais je donne mon avis. Mais voilà, mais en tout cas, Medina, il a encore été encore une fois au rendez-vous. Frankowski, Frankowski, je trouve que depuis un an, c'est très compliqué à l'analyser. Moi, j'ai pas trouvé qu'il avait été extraordinaire sur ce match de prépa, même s'il fait le boulot, qu'il est là présent. Voilà, je trouve que quand même, il a pas toujours une forme de régularité sur un match. Maintenant, on est en prépa à voir en match officiel, mais c'était déjà le cas aussi en match officiel où il était pas tété. Limite, je lui préfère Aguilar, clairement. Et voilà, mais bon, il a fait le boulot, mais c'était pas non plus mirobolant. Par contre, Chavez, j'en ai parlé dans l'analyse du match. Chavez a fait une très bonne première mi-temps, une deuxième plutôt intéressante aussi, où il s'est pas mal projeté. Il a tiré les coups de pied arrêtés de manière vraiment intéressante, même les coups de pied arrêtés tout court, les corners et certains coups francs. J'ai bien aimé. Moi, je trouve qu'il monte en puissance. Il avait besoin peut-être de 6 mois pour digérer le truc. En Rota avec Machado, ça fait largement l'affaire. Hein. Pour moi, là-dessus, sur ce côté-là, en termes de pistons, je pense que on est bon. Il
n'y a pas besoin. Et de l'autre côté, bon, si Frankowski vient à partir, je pense qu'il faudra recruter parce que j'y reviendrai à la fin aussi sur la conférence de presse d'après-match de Will Steele. Je pense que malheureusement pour Cabot, ça va être très compliqué. Mais voilà, à gauche, pour moi, on est fourni. Au milieu de terrain, Nampalys Mendy a vraiment fait le boulot. Il fait une très bonne prépa. Alors lui, pareil, il a indiqué en partance vers l'Arabie Saoudite à voir la suite parce que si tu le prolonges pas, bah faut le vendre. Tout simplement, s'il est prolongé, ça va être intéressant, mais s'il n'est pas prolongé, il va partir. On va pas garder un joueur qui va partir libre. Moi, je pense qu'il faut se faire des thunes dessus. Tu l'as recruté libre, autant se faire un peu de pognon quand tu es en recherche de pognon. Mais en tout cas, il a fait un bon match, je trouve. Il se montre bien. Pour la petite histoire, et je le répète, il n'était pas vraiment chaud pour venir à Lens. C'est Francaise qui l'a convaincu en toute fin de mercato pour qu'il arrive libre parce qu'il voulait dégager Spearings. Bon, ok. Mais en tout cas, voilà, c'était pas un projet qui le hypait à mort. Donc, il a fait la saison qu'il a fait. Moi, je trouve que c'est une saison en demi-teinte où il a été très fragile physiquement. Je vois pas pourquoi il le serait moins cette saison. Donc, c'est une prise de risque. Et puis, voilà, il a fait une bonne fin de saison où il est bien revenu physiquement. Mais je trouve que c'est pas un joueur forcément qui rentre dans le projet à long terme du club. Donc, si on peut le vendre, faut le vendre. Thomasson, au niveau de la récup, il a montré pas mal de bonnes choses. Il a pas mal orienté le ballon, mais la qualité des passes, elle laisse à désirer quand même. Moi, je reste très sceptique sur ce joueur-là, à ce poste-là. Moi, je pense que c'est à l'image de certaines recrues de la saison dernière ou de certains joueurs de la saison dernière qui sont arrivés un peu avant. Pour moi, ils sont pas au niveau. De l'objectif du club. Je parle notamment de Guy Lavogui qui a été prêté, ou des Le Cardinal. Ils sont pas au niveau des attentes, au niveau classement du club. C'est-à-dire que pour moi, Thomasson, c'est un joueur qui a une carrière solide en Ligue 1, mais qui au jour d'aujourd'hui a le profil d'un joueur d'un club qui veut se maintenir en Ligue 1 ou pérenniser le club en Ligue 1, c'est-à-dire maintien ou milieu de tableau. Mais pas le niveau d'un joueur qui peut aller chercher des places européennes. Voilà, moi je le dis sincèrement. Alors il joue reculé parce qu'il a plus du tout de poste en devant, puisque c'est un numéro 10 et puis 2 attaquants. C'est quand même assez compliqué, quoi. On peut pas trop... même si à un moment donné, quand il y a eu les changements, il a monté un petit cran plus haut, etc. Mais c'est pas du tout son poste. Et je pense sincèrement que c'est un joueur qui doit trouver un autre challenge. De toute façon, il faisait partie de la liste des indésirables, même s'il a fait une bonne prépa. En tout cas, dans l'engagement. Parce que moi, j'ai vu certains, notamment le match face au Bayern. C'est pas tété, en vrai. Mais la prépa, dans l'engagement, dans ce qu'il a, dans la volonté, c'est une prépa correcte. C'est une bonne prépa. Mais pour moi, il est limité, même si ça reste un bon joueur de Ligue 1. Pour moi, il est limité par rapport aux attentes du club. Donc, pour moi, je le vois partant. Voilà. Sotoka, je suis désolé, mais c'est pas le niveau. Voilà. Moi, je suis désolé, j'ai vu le match de Sotoka, il fait 2-3 déviations. Il a 2-3 bonnes prises de balles, mais ça n'a pas le niveau, quoi. T'as pas le niveau. Tu peux pas le faire jouer à ce poste-là, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, dans la configuration de jeu de Will Steele, Florian Sotoka n'a plus sa place dans l'effectif en tant que titulaire. Voilà, moi je le dis, je vais... alors on va me chier dessus sur les réseaux, tout, je le sais. Hein. Mais Sotoka, dans un 3-4-1-2, n'a plus sa place. Voilà. Il a fait une bonne saison en attaquant la première saison, et encore, je trouve qu'à un moment donné, il plonge et il disparaît. La deuxième saison, c'est pareil, c'est pas GG, et après il passe à 2 milieux de terrain, donc déjà il joue plus attaquant, il n'y a plus un attaquant devant, et il joue milieu de terrain offensif, et il est peut-être un peu plus à l'aise, mais offensivement il apportait quasi plus rien, même s'il a un nombre... En fait, le nombre de passes décisives, il faut le mettre en parallèle de la période où les a mis. C'est-à-dire qu'il a toujours des débuts de saison canon, et après il disparaît pendant 4-5 mois, à l'image de la saison dernière, où la dernière passe décisive c'est novembre, et la passe décisive suivante c'est au mois de mars, les amis. Entre deux, il n'y a pas une trêve, hein. Entre deux, il y a du championnat. Et il n'a pas fait une seule passe décisive de novembre à mars. Je crois, hein, mars, dans ces eaux-là.
C'est énorme, hein. Décembre, janvier, février, mars. C'est même fin mars, avril, un truc comme ça. Enfin, bref, il est resté entre 4 et 5 mois sans avoir fait une seule passe décisive, sans avoir marqué un seul but en championnat. Si je dis pas de conneries. Non, c'est pas possible. Tu peux pas espérer être 7ème de Ligue 1 avec un mec dans ton 11 majeur qui performe plus qui est plus décisif pendant 4-5 mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc pour moi aujourd'hui, dans la configuration de jeu de Will Steele, c'est plus un titulaire. D'ailleurs, si on recrute Enzola à ce prix-là, c'est pour venir concurrencer clairement Sotoka. Alors peut-être même Saïd. D'ailleurs, Saïd, j'en parle. Bah, je suis désolé, il a mis 6 buts en prépa, mais je pense que vous avez vu comme moi son match. Pour ceux qui ont regardé sur Weo, alors apparemment la diffusion était dégueulasse. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages sans décalé, fait chier, machin. Je sais pas. C'était déjà le cas au match du Bayern. Ça avait été rectifié pendant le match. Je sais pas. Il y a moyen quand même qu'une chaîne de télé comme Weo arrive quand même à régler un problème qu'ils ont connu sur un match, sur le match d'après. Enfin, je sais pas. Bref, bon, c'est tout, tant pis. Mais moi j'ai pas trouvé Miropolant ou Wesley Saïd. Bien sûr qu'il met des beaux buts, bien sûr qu'il est capable d'éliminer et de finir et qu'il a une bonne finition, une finition de haut de tableau de Ligue 1, il n'y a pas de problème là-dessus, mais dans le jeu il a été presque inexistant, il pèse pas dans le jeu, il pèse rien du tout. Il prend très peu la profondeur, il fait quelques gestes techniques qui permettent de se libérer, mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Pour moi, il n'a pas le niveau d'un titulaire non plus. Dans la rota, il rentre, il peut, en fin de match, apporter sa finition. Mais c'est clairement faible, quoi. Quand tu vois la tronche des attaques des 7 premiers de Ligue 1, putain, on a une attaque de merde, en vrai. Comparé à eux, je te parle, hein. Je dis pas que les mecs sont merdiques, mais comparé aux 7 premiers, 8 premiers de Ligue 1, on a une attaque qui fait quand même beaucoup plus peur. Négativement parlant que ces clubs-là. Alors, le dernier, c'est Angelo Fuggini. Pourquoi je finis par lui ? Parce que je trouve que c'est celui qui a le plus montré dans ce match. Il fait une première mi-temps où j'ai même dit il sert à rien parce que clairement il a pas fait ce qu'on attendait de lui à ce poste-là. Il a dû avoir un réveil au vestiaire, il a complètement métamorphosé son jeu en deuxième. J'ai beaucoup aimé le Fuggini de la deuxième mi-temps, même techniquement il avait pris un coup de confiance. Des petits râteaux, il a dégagé un peu le ballon, il a bien orienté le ballon, il a été décisif en marquant 2 buts. La dernière fois qu'un milieu de terrain offensif à Lens a marqué un doublé, je pense que c'est au moins il y a 1000 ans. Donc voilà, c'est ce qu'on attend aussi, c'est ton milieu de terrain offensif, soit décisif, marque des buts. C'est ça qu'il faut dans ce club-là. C'est que tes trois de devant, ils soient décisifs. Ton milieu de terrain capable d'apporter avec des frappes de loin. Donc c'est pour ça qu'il faut un très bon milieu de terrain, avec une belle frappe de loin, une belle qualité de frappe, pour sur des scénarios où tes attaquants sont marqués dans la surface et que lui, il a de la liberté, il tente une frappe et il crée du danger. Voilà, c'est ça qu'il faut. S'il n'y a pas ça, on va être face à des défenses regroupées qui vont bloquer nos attaquants. On n'arrivera à rien, on n'aura jamais d'occasion. Mais là, en tout cas, lui, il s'est montré, il s'est projeté dans la surface. Sur le deuxième but, c'est une frappe qui est déviée par le gardien, une frappe de Chavez, le gardien fait la parade. Ça revient sur Fuggini qui se bat pour la mettre au fond. Il signe un doublé, j'ai bien aimé sa deuxième mi-temps. Alors, bien sûr, quand tu fais un tweet à la mi-temps, bah tu te fais défoncer par tout le monde parce que en deuxième mi-temps ça va mieux, mais c'est un tweet à la mi-temps. Donc à la mi-temps, t'analyses la mi-temps qui vient d'arriver, et j'ai pas dit faut vendre Fuggini, j'ai dit faut changer les choses. Et quand je parlais de changer les choses, je parlais de changer les choses sur le match, hein, pas tout court. Mais c'est faiblard devant, En tout cas, Fuggini a le seul à peut-être avoir tiré son épingle du jeu de ce trio-là, titulaire sur ce match. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Alors, au niveau des changements, à la 67e minute, au niveau 67-70e minute, Frankowski est rentré pour Aguilar. Chavez Frankowski est sorti pour Aguilar. Chavez est sorti pour Machado. Et Medina et Gradit sont sortis pour Sarr et Kuzanov. Voilà, à peu près vers la 67e, 70e minute. Aguilar, j'ai beaucoup aimé son entrée. Je l'ai trouvé assez virevoltant, il a montré pas mal de choses. Il a une grosse occasion où il fait un ciseau assez acrobatique sur une tête qui tombe sur la barre. Je crois que je dis une connerie, ça doit être une tête de Thomasson qui s'était montré aux avant-postes. Voilà, moi j'aime beaucoup Aguilar. Pour moi, il est vraiment en concurrence totale avec Frankowski. Pour moi, il y a photo entre les deux. Hein. Moi, je serais pas étonné de voir Aguilar titulaire en Ligue 1, par exemple. Clairement. Pour moi, c'est la bonne surprise de la saison dernière, dans le sens où c'est le joueur qui a été recruté en fin de mercato et qui s'est montré.
mais je suis pas étonné parce que c'est un très très bon joueur de Ligue 1 qui a eu un peu de difficulté à Monaco, mais qui pour moi est un des meilleurs latérales droits de Ligue 1. On l'a recruté une bouchée de pain, je veux dire, c'est le hold-up de la saison dernière. Et voilà, c'est le mec qui a éclaté au club l'année dernière et qui continue sur sa lancée et qui aujourd'hui, vraiment, il y a match entre lui et Frankowski, même si moi, je vous ai donné mon avis, je préfère Aguilar que Frankowski, mais ça, c'est subjectif. Hein. Macha est rentré à la place de Chavez, alors il a une Copa América dans les jambes, donc faut quand même être assez on va dire clément. Mais j'ai trouvé que dans l'accélération, etc., il a montré des choses. Il manque de rythme. Mais en tout cas, voilà, la paire Chavez-Machado, moi, me fait beaucoup plaisir en termes de piston gauche. Parce qu'on a toujours eu des difficultés derrière Machado d'avoir un piston gauche qui tient la route. On a eu le petit, je sais plus comment il s'appelait, qui est parti, qui était pas tété. On a eu Aïdara, on sait bien que c'est pas un piston. Donc là, c'est la première fois que le poste est vraiment doublé. Et j'ai beaucoup aimé Chavez, donc voilà. Mais Machado a apporté un petit peu de péchon, mais il manque de rythme. C'est compliqué à juger pour le moment. Puis de toute façon, Machado, c'est l'assurance tout risque. Il a beaucoup manqué au club la saison dernière quand il s'est blessé. Il avait fait un début de saison monstrueux où il avait marqué 1 ou 2 ou 3 buts. Machado, c'est un élément clé de l'effectif lensois. La rentrée de Sarr, j'ai beaucoup aimé, en sachant que Sarr a évolué dans son poste. Il a commencé à gauche à la place de Medina. Déjà, la qualité de passe est pas mal. Techniquement, c'est bon. C'est un énorme buff. Il a un physique impressionnant. Moi, je l'avais jamais vu au stade. Mais vraiment, c'est très impressionnant. Moi, je trouve qu'il est en train de se faire confiance. Il est en train de recréer du rythme et recréer du plaisir de jouer au ballon. Il y a un moment donné, il a récupéré le centre du terrain. Et parce qu'Aïdara est rentré. Et je trouve qu'il est assez polyvalent sur les deux postes, gauche et centre. Ça lui va très bien en tout cas. Moi je trouve que pour une reprise après un si long moment sans jouer, Malang Sarr a montré des choses intéressantes. Il va manquer beaucoup de rythme. Ils vont devoir bien le gérer, mais en tout cas, ils vont pouvoir faire une rota en défense s'il y a besoin. S'il y a de la fatigue sur les matchs, il est capable de montrer des choses. Gradit est sorti pour Kouzanov. Kouzanov, j'adore. Hein. Le mec, il va chercher les mecs jusqu'au milieu de terrain. Il a imposé son physique. Il a une belle qualité de passe. C'est clairement l'avenir de ce club. Je pense que voilà, ils ont été clairs dans la com. Si Danso est vendu, il n'y aura pas de recrue d'envergure pour le remplacer. C'est Kouzanov qui sera central. Écoutez, moi, je dis banco, hein, parce que clairement, voilà, son entrée est plus que intéressante. Il a du physique, de la puissance et de la technique. Il a tout pour briller, continuer à évoluer positivement. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. La vidéo va être longue, les gars. À la 75e, il y a une vague de changement aussi. Fujini est sorti, ovationné par le public pour la rentrée de Tom Pouilly. Danso est donc remplacé par Aïdara. Et puis Saïd par Rémi Labolascari. Alors Aïdara, pour moi, il faut qu'il s'en aille. Donc j'ai pas grand chose à dire de son entrée. Il a tout de suite replacé, recentré Malang Sarr et lui a joué en défenseur central gauche qui est son poste de base. Bon, je n'ai rien à dire de particulier, mais je pense vraiment qu'il a plus son avenir à Lens. C'est un peu compliqué pour lui parce que là, l'arrivée de Sidi Bané, ça va être compliqué. Et pour moi, Aïdara, il a un peu de trop là. Hein. Parce qu'il sera troisième homme au duo des pistons. Il sera dans la hiérarchie des défenseurs centraux vachement loin parce qu'il y aura Malang Sarr, Bané devant lui, donc et puis Kouzanov, donc il y en a au moins 3, plus les 3 titulaires, il est au moins 7ème dans la hiérarchie, il jouera jamais quasi, donc je pense qu'il va partir. Tom Pouilly est rentré à la place de Fulgini, alors j'ai eu du mal à le repérer, je sais pas, je pense que Thomasson a pris sa place en numéro 10, je crois, mais si je dis pas de conneries, mais en tout cas, Tom Pouilly lui a glissé 6 ou 8 en milieu de terrain défensif, je l'ai trouvé assez à l'aise techniquement. Voilà, le gamin il avait pas les pieds qui lui brûlaient, il a été à la demande du ballon, ça demande de le revoir. Bon, c'est trop tard maintenant parce que je pense qu'on le reverra pas tout de suite, mais en tout cas Tom Pouilly, je l'ai trouvé pas stressé quoi, en tout cas pas stressé et le ballon lui brûlait pas les pattes et il a montré des choses, il a fait des petites passes, il a fait une rentrée plutôt encourageante.
Rémi Labo-Lascari a donc remplacé Wesley Saïd. Alors lui, c'est une sacrée surprise. Sa rentrée, alors c'est un putain de beau bébé. Moi, je le voyais pas si grand que ça. C'est quand même un gabarit assez particulier. Mais alors, l'entrée qu'il fait, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve qu'il a vraiment ce profil-là d'ailier offensif hyper percutant. Il a enrhumé son vis-à-vis anglais en lui mettant 2 cavalcades dans la tronche où il a débordé tranquillement. Il a une belle frappe sur le poteau, c'est dommage parce que ça aurait mérité d'aller au fond, ça aurait vraiment couronné son entrée. Je suis vraiment séduit par ce joueur qui a fait un prêt plutôt intéressant. C'est un des rares prêts à avoir été intéressant depuis des années où il a joué à Laval, il a marqué des buts, il a joué toute la saison. Où il était dans la rota, voire même titulaire. C'est un des rares prêts qui a été concluant. Hein, on en a prêté des joueurs où ça s'est pas bien passé, Ibrahima Baldé, j'en passais des meilleurs, le frère de Varane et compagnie, tout ça, Bouli, machin, ça a jamais bien fonctionné. Le seul qui a fonctionné, c'est lui, et son retour est plutôt très intéressant. Et ça devient une option dans le coaching de Will Steele, qu'il l'a clairement dit en conférence de presse, où il a dit qu'il avait fait 2 excellentes rentrées en match de prépa. Je pense que lui, il va faire partie du groupe offensif, hein, parce que clairement, il a des choses à montrer. La dernière vague de changement, il en restait plus que 2, c'est vers ces 5 minutes de la fin, c'est Thomasson pour Wai et Mendy pour la nouvelle recrue Ogé Diran. Alors Wai, vu il n'a pas fait grand chose d'extraordinaire, il a provoqué pas mal de fautes en tentant des petites percées. C'est Sotoka qui a fait tout le match. Après, peut-être qu'il compte sur Sotoka, hein, mais moi personnellement, je compte pas trop sur Sotoka. En tout cas, je pense qu'il y a des joueurs qui sont présents dans les équipes de prépa par défaut. C'est-à-dire, il manque pour moi un milieu de terrain offensif. Je pense que Sotoka, il sort, c'est un milieu de terrain offensif qui rentre. Enfin voilà, je pense que l'effectif est pas terminé. Je pense qu'il voudra peut-être encore un attaquant, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Et Sotoka est resté tout le match. Mais moi, je trouve qu'il fait pas un bon match, quoi. Mais il peut pas sortir parce qu'il y a personne vraiment pour le remplacer dans cet effectif. En tout cas, Ogé Diran, lui, il est rentré. Et au bout d'une minute 30, il a mis une de ses boîtes à un joueur anglais. Il l'a pulvérisé. C'est une boule de muscle. En tout cas, il s'est pas caché, le gamin. Il a été réclamer les ballons. Il a fait pas mal de passes, etc. C'est un mec qui a l'air d'être très content d'être là. Moi, j'ai trouvé qu'il avait pris un peu d'assurance dans cette rentrée en prenant le ballon à son compte, en jouant un petit peu. Après, on peut pas trop le juger sur 5 minutes, mais en tout cas, c'est physique et ça se laisse pas faire et ça a pas peur de l'adversaire. Et ça me plaît. Donc, voilà. C'était une belle remise, c'était une belle répétition avant le grand bal, même si pour moi l'effectif va encore évoluer avant le début du championnat. Je pense que la semaine prochaine, ça va être très mouvementé. Mais en tout cas, voilà, c'était plutôt pas mal. Alors l'interview de fin de match de Will Steele, elle est vachement intéressante. Il a parlé un petit peu de tous les sujets. Ce qui est bien, c'est que on est peut-être un peu moins... Il y a de la com, mais on est un peu moins fermé quand même que ce qui s'est passé la saison dernière, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà. Au niveau des blessés, Lainaoui devrait revenir dans 10 jours. Donc, à mon avis, il va repostuler pour une place de titulaire. Malheureusement pour Jimmy Cabot, il y a toujours ses problèmes de genoux, donc je pense que c'est très compliqué pour lui. Je pense que, à mon avis, il n'est pas loin d'une fin de carrière ou de ne pas jouer cette saison aussi. Et puis de toute façon, il sera 3e dans la hiérarchie. Moi, j'ai du mal à croire que si Frankowski part, ils vont pas recruter un ailier. Ils ne peuvent pas jouer qu'avec Aguilar et Cabot qui est sur une jambe. Donc, je pense qu'il sera 3e dans la hiérarchie, donc c'est assez compliqué. Il a parlé aussi donc de Spearings qui a pris un coup à la cheville. Bon, après, à voir si c'est un coup pré-transfert ou si c'est un véritable coup à l'entraînement. En tout cas, il n'était pas là. Il n'a pas fait non plus un match TT face au Bayern. Je trouve que c'était pas génial sa rentrée d'ailleurs. Voilà, est-ce que c'est pareil Spearings compte sur lui ou pas, on sait pas. DPDC, apparemment il a une légère blessure. C'est pareil, est-ce que il est pas non plus dans une espèce de forme de départ, on sait pas trop. En tout cas, voilà, mais de toute façon, il faudra vendre des joueurs, donc il va falloir vendre les joueurs les plus bankable, hein, sinon ça n'a pas de sens. Il a parlé donc de Samed, encore une fois, c'est ça qui me fait rire. Les années suivent et se ressemblent. Il a clairement
Il a clairement expliqué que c'était pas une blessure, il a été franc, il a dit que c'était un choix, que au niveau de la prépa, il avait pas fait la même prépa que les autres. Après, est-ce qu'il a été légèrement blessé, j'en sais rien, mais est-ce qu'il a pas été encore une fois un gros feignant qui n'a pas respecté les directives de prépa? C'est possible. En tout cas, moi, j'espère qu'il va s'en aller. Parce que ça fait une place en moins pour un autre joueur. Alors qu'il fait... pour moi, depuis la CAN, il est pas bon. Donc ça remonte quand même à plus d'un an et demi. Je pense qu'il a pas sa place à Lens. Il n'est pas au niveau. Que sans un très très grand milieu de terrain comme Sékou Fofana, il est incapable de prendre les choses à son compte. Voilà, parce qu'on critique beaucoup Jean Onana, mais je suis désolé, il a été aussi catastrophique la saison dernière que Jean Onana la saison d'avant. Donc voilà, mais en tout cas, il y a pas de fumée sans feu. Si tu te fais aussi tricard à la prépa avec Will Steele, que t'as été nul en prépa avec Hayes, c'est qu'il y a un problème de comportement. Donc voilà, bon, bref, peu importe. Allez, Raoust, on s'en fout. Il a parlé d'Eli Wahi également, en disant que il était jeune, que le fait qu'il l'ait pas fait jouer, c'était un peu pour le protéger, qu'il y avait beaucoup de choses, mais faut quand même comprendre ce qu'il dit à la fin. Il dit je ne sais pas, les choses vont se décanter dans les jours prochains. Je pense que soit Marseille va mettre les thunes, j'y crois moyen, soit il y a un gros club de première ligue qui est en train de préparer une offre. Je pense qu'à un moment donné, c'est triste, mais c'est le football moderne. Je pense que Joseph Ogourlan, on n'en aura rien à foutre de savoir où il veut jouer, comme Todibo d'ailleurs, hein, qui voulait pas partir à West Ham, et puis au final il a signé là-bas quand même. Je pense que s'il y a une grosse offre à 30 millions de première ligue, ils vont lui dire écoute, tu vas en première ligue, et puis voilà, tu veux partir, tu pars, mais tu pars à nos exigences à nous. Donc après, je sais bien, ça renvoie un peu l'espèce de fait que les joueurs sont devenus que des valeurs marchandes, mais malheureusement, quand tu veux partir, c'est compliqué. Alors, maintenant, il veut partir. Je pense qu'au départ, il n'était pas forcément contre l'idée de rester, mais je pense que la sortie de Joseph Ogourlian sur le coup de ce joueur a complètement chamboulé les choses, et je pense qu'il l'a très mal pris. Après, lui, il est pour rien, et Joseph Ogourlian, il est pas pour grand chose non plus. Il a été fortement convaincu par Pouille de mettre cette somme-là sur le joueur. Je pense que c'est l'erreur de la direction qu'on paye aujourd'hui. Mais voilà, aller à Marseille, ça va être compliqué parce que Marseille, ils pourront pas aligner les 28, 30, 29, 30 millions d'euros. Faut savoir qu'un joueur, ça s'amortit sur plusieurs années. Il a été 35 millions d'euros, c'est un contrat de 5 ans, je crois, un truc comme ça. Je crois, donc 35 millions d'euros sur 5 ans, ça fait des années à 7 millions d'euros d'amortissement, plus le salaire. Parce qu'il faut compter qu'il est à 200 000 euros par mois, donc ça fait à peu près 240 millions d'euros de salaire par an, donc tu ajoutes ça au prix du transfert, hein, bien sûr. Donc ça fait 240 000, je dis des conneries, 200 000 euros par mois, ça fait 2 200 000 euros de salaire par an, ce qui veut dire que ça fait à peu près 11 millions d'euros de salaire sur 5 ans. Voilà, donc c'est un joueur qui au total coûte au club 46 millions d'euros, on va dire à peu près dans ces eaux-là. Vous divisez ça par 5, voilà. Donc ça fait à peu près 9 millions d'euros ça fait 9 millions d'euros par an. En sachant que voilà, 11 plus 35 ça fait 46. Donc 46 moins ouais, on va dire entre 9 et 10 millions d'euros, 46 moins 10, ça fait 36, donc ça veut dire que techniquement le joueur il devrait être vendu à plus de 36 millions d'euros. Voilà, 30 millions d'euros, il y a une perte au niveau de son salaire, c'est-à-dire que le salaire qui a été dépensé est pas amorti vraiment. Et donc, pour amortir la perte du joueur, bon, c'est assez compliqué, même si le salaire il est pas versé, puisque quand il s'en va il n'est pas versé, alors que la somme du contrat a été versée. On calcule la valeur d'un joueur comme ça. Alors c'est vrai que du coup, des fois on peut le calculer différemment, c'est-à-dire que tu peux calculer la somme du joueur, 35 millions, plus les 2 millions d'euros que tu as dépensés sur l'année, donc ça fait 37 millions, que tu divises par le nombre d'années de contrat, donc ça fait 7 millions d'euros par an d'amorti, on peut le dire comme ça. Donc techniquement, voilà, ça fait 37 divisé par 5, ça fait à peu près ça, 7 fois 5, 35. Donc là, ouais, t'es plus entre 26 et 30 millions d'euros, on va dire. Parce que c'est vrai que le salaire, je l'ai compté dedans, mais ça, normalement, ça s'amortit pas. Donc j'ai dit une bêtise.
Mais voilà, on est à peu près sur 37-38 millions d'euros la valeur du joueur, et vous divisez par le nombre d'années de contrat, donc vous enlevez une année de contrat, donc vous enlevez une certaine forme de valeur au joueur par rapport à l'amortissement de son achat. C'est-à-dire que là, pour amortir son achat, il faut être entre 27 et 30 millions d'euros. Ça veut dire que tu as remboursé ce que tu as donné au joueur. Voilà, tu es revenu dans tes clous. Alors bien sûr, là où tu fais des culbutes, c'est quand tu as déjà t'as pris un joueur 5 ans, il a joué 3 ans chez toi, il est jeune, il a fait 3 super saisons, il vaut 60 millions d'euros, alors que dans l'amortissement, t'en as amorti presque la moitié, et là tu fais une culbute de 30 millions. Voilà. C'est là où on fait les culbutes en fait. Alors des fois au bout d'un an, tu le vends 60 millions, mais tu ne l'as pas acheté cher, donc tu fais une culbute. Mais là, ici, il n'y a pas de culbute, en fait. Là, sur Eli Wahi, à part s'il y a un club qui met 45 millions d'euros, il n'y aura aucune culbute. Le but, c'est de le vendre aux alentours de 30 millions. Tu rentreras à peu près dans tes frais. Voilà, donc tu n'auras pas perdu de sous. Voilà. Donc j'ai dit une bêtise sur les salaires. Ma faute, j'ai calculé trop n'importe quoi, puisque les salaires sont pas versés à l'avance. Donc j'ai dit une bêtise, mais à coup pas. Voilà. Donc c'est ça à peu près la valeur du joueur, 35 plus les 2 millions d'euros de salaires qui ont été versés la saison dernière. Voilà, ça donne à peu près ça, et du coup c'est ça qui s'amortit sur 5 ans. Voilà. Donc je pense que Marseille mettra jamais 27, 28, 29 millions, à moins qu'il le fasse, mais je pense qu'il ira pas à Marseille, et je pense que Marseille va aller vers Nketiah. Nketiah, la porte est ouverte à 25 millions, donc ils vont aller sur ce joueur-là, et je pense qu'ils ont même utilisé Eli Wahi pour essayer de forcer la décision d'Arsenal sur Nketiah. Donc voilà, on verra bien, mais je pense que la solution aussi du club, c'est de remettre les choses à plat avec Eli Wahi, de le faire jouer 1 an chez nous, en mode open doll, lui dire tu partiras la saison prochaine, fais une saison de dingue chez nous. Voilà. Au final, tu auras amorti 14 millions d'euros sur le joueur. Si tu le vends 30 millions d'euros l'année prochaine, tu seras gagnant, tu auras gagné des sous, puisque là, cette fois-ci, tu auras une valeur qui sera en dessous des 25. Tu le vends 30, tu as gagné. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut absolument 47 millions pour pas se faire épingler par la DNCG par rapport à la clôture de l'exercice. Donc, je pense qu'il sera vendu là, mais ça va être difficile. Ça va être difficile pour lui de rester en Ligue 1. Il va être vendu à l'étranger, c'est obligé. Mais bon. Il n'a pas fait une super saison non plus, mais il est considéré comme un des attaquants de sa génération, surtout dans le vivier français, des plus précoces et des plus talentueux. Il a une certaine valeur au niveau de ça. Donc à voir. Voilà les amis, longue vidéo, parce qu'il y avait des actus et un débriefing. Voilà, bon j'espère que je vous ai pas trop perdu. Merci beaucoup à ceux qui m'ont dit coucou hier. Ça fait super plaisir. En plus, vous avez été super gentil avec le petit parce que j'étais accompagné de mon fils. Donc c'est jamais évident parce que il est toujours un peu impressionné par la masse de population qu'il y a quand on arrive au stade. Il commence à bien s'y adapter et vous avez été vraiment d'une très grande gentillesse. Je remercie notamment le jeune homme qui m'a gardé la table pour manger, c'est super. La petite dame qui est venue à la sortie du stade, qui a été hyper gentille, voilà. Et puis tous ceux qui m'ont fait des petits coucous et des compliments pour les vidéos, ben ça fait plaisir. Je fais pour me faire plaisir, mais si ça vous fait plaisir, c'est encore mieux. Voilà, on continue, la saison va commencer. Il va y avoir plein de choses, on va s'amuser ensemble sur toute une saison, on l'espère, hein, voir du beau foot, mais moi j'ai espoir quand même que Will Steele nous montre de bonnes choses. Maintenant, il faut attendre la fin du mercato pour voir les contours de ce 11 de départ, qui pour moi est encore en pointillé, mais en tout cas, ça a avancé un petit chouïa, il faut s'en réjouir, puisqu'il y a quelques jours, on était quand même tous assez circonspects, voire même inquiets de la tournure des événements. Ça s'accélère un petit peu, je pense que ça va continuer de s'accélérer, il y aura du dégraissement, quelques arrivées, je pense, supplémentaires. On va voir ça avec grande attention la semaine prochaine, donc il y aura sûrement une vidéo la semaine pro d'actualité. En tout cas, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche à vous, amusez-vous bien, ciao.